Chers invités, chers entrepreneurs, professionnels, start-up et étudiants, bonjour et bienvenue à cette première masterclass d'information. Je suis Tako Kamara, fondatrice de Follow Digital Consulting. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes au bon endroit pour répondre aux problématiques du développement numérique de notre pays et dans la continuité du bon chemin à diriger des entreprises à succès à travers ces nouveaux modes de communication digitale aux opportunités infinies. Les nouvelles technologies et du digital d'une manière générale ont contribué à faire évoluer les organisations, à créer des emplois, à dynamiser l'économie, et les entreprises qui n'ont pas commencé leur transformation digitale perdent aujourd'hui en compétitivité. En effet, l'ère de la digitalisation impacte nos vies au quotidien et change totalement dans notre société le comportement de l'information, des produits et des services. Les organisations connaissent donc des bouleversements profonds dans leur représentation, leur système de production et leur management. Selon certains auteurs comme Midler ou Cabin, ils sont passés d'une économie basée sur la standardisation et la production matérielle et des organisations valorisant l'innovation et le sur-mesure. Cette mutation majeure touche aussi bien les entreprises que les individus et la société d'une manière générale. Et comme l'explique Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, l'homme considère qu'il est désormais membre d'un ensemble qui le dépasse et dont il ne peut s'échapper. Avec l'introduction de la technique dans le système que forme l'homme avec le monde, pour le management des organisations digitalisées, les enjeux sont de se prémunir du danger d'en arriver à une inadaptation de l'homme au monde des techniques qu'il a bâties. Ainsi, exister sur Internet et la maîtrise des outils, des nouveaux modes de communication et stratégies reste un enjeu crucial, voire indispensable pour tout acteur du développement du monde public et privé. C'est dans ce sens que Follow Digital Consulting est conçu, afin que vous puissiez maîtriser votre propre communication sur Internet. Nous vous accompagnons donc sur tout le processus du marketing digital et nous vous donnons les rênes pour que vous puissiez le faire vous-même. Car la formation, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. De la stratégie, en passant par le référencement, à la production audiovisuelle, au community management, à l'inbound marketing, notre mission est d'aider les entreprises, les institutions et toute personne souhaitant se former et renforcer ses compétences digitales à mieux saisir les opportunités offertes par le monde du numérique, et cela passe par la compréhension et l'appropriation de tous les outils. Dans l'adoption des techniques de digitalisation des entreprises et organisations, le Mali a un retard certain par rapport aux pays voisins. Ce sont des problématiques dont nous avons conscience et auxquelles nous avons voulu apporter des solutions et de l'accompagnement à travers notre structure afin de les aider à amorcer leur transition digitale. Aussi, je pense que ces lacunes et ce retard sont dus au fait que notre pays commence tout juste à prendre conscience de la digitalisation, une prise de conscience d'ailleurs favorisée par l'adoption de certaines lois, par la promotion d'événements autour du numérique tels que les Bamako Digital Days, par certaines entreprises telles que le groupe Famib ici présent, et nous espérons davantage par vous. Il reste donc beaucoup d'étapes pour passer de la prise de conscience à l'action généralisée, et ça commence par des formations approfondies afin d'instaurer cette culture du digital dans la société et dans les entreprises pour qu'ils puissent par la suite mettre en place des stratégies digitales efficaces et contribuer à l'innovation et au développement numérique de notre pays. Aujourd'hui, c'est devenu inévitable de ne pas faire du digital. Et les Maliens semblent maintenant être prêts à aller vers cette évolution digitale. De ce fait, à travers notre agence, nous proposons plusieurs possibilités de formation par système de package. 3 possibilités s'offrent donc à vous pour mieux répondre à vos attentes. Suivre les formations des 3 packages initiales, intermédiaires et confirmés. Choisir le ou les packages correspondant à vos besoins ou opter pour la formation personnalisée sur mesure. Nos formations sont animées par des coachs et professionnels de l'accompagnement en stratégie de management, de communication et de développement personnel, vivant en France et au Mali, et qui vous accompagneront dans votre processus de transformation digitale efficace. Nous mettons en œuvre une pédagogie inductive reposant sur la mise en situation professionnelle, le mix des méthodes, des cas pratiques, des travaux en atelier ou en sous-groupe et des jeux de rôle. Pour information, cette première masterclass est une masterclass d'information, comme je vous l'ai dit, avec des cas pratiques. Cependant, les prochaines masterclass
seront participatives avec de la théorie et de la pratique et au cours desquelles nous appliquerons la pédagogie mise en œuvre et à l'issue desquelles vous obtiendrez des attestations, tout comme lors de nos formations. Comment intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie marketing digitale? C'est le thème de cette masterclass. Les modes de communication ayant évolué, le marketing offline ou traditionnel a perdu en efficacité et le digital a pris le dessus et offre de nombreux avantages tels que l'utilisation des réseaux sociaux qui autrefois étaient un effet de mode mais sont aujourd'hui un moyen de communication à part entière et ne sont plus à considérer comme une option lorsqu'il s'agit d'établir un plan marketing efficace. Les réseaux sociaux ont une puissance de frappe énorme. Ils vous permettent de connaître et de toucher un maximum de personnes en un minimum de temps, tout ça sans frontières et sans vous ruiner. Il serait donc dommage de ne pas l'intégrer ou de ne pas savoir comment l'intégrer dans vos stratégies digitales et en tirer parti. De nombreuses questions se posent donc autour de cette thématique. Des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui avec notre consultant formateur, M. Douji Maïga, mais un peu de patience s'il vous plaît. Avant d'y répondre, je vais donner la parole à notre invité d'honneur qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, M. Hamidou Togo, directeur national de l'économie numérique. Sous vos applaudissements. Je tiens d'abord à saluer Follow Digital Consulting, qui est une agence de formation en marketing et en communication digitale et qui a pour vocation d'accompagner les clients dans l'ère de la digitalisation pour l'initiative de ce matin. C'est donc avec un immense plaisir que je prends part à cet événement qui place le digital au cœur des échanges. Un industriel indien disait « La technologie consiste à utiliser le pouvoir de la science pour améliorer la vie des hommes, réduire le coût, améliorer le confort et améliorer la productivité, etc. » Cette pensée trouve tout son sens dans ce qu'a entrepris Follow Digital Consulting à travers cette masterclass, qui, il faut le rappeler, vient en réponse aux différents défis relatifs au marketing digital et a pour thème comment intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de marketing digital. Chers participants, mesdames et messieurs, comme Mme Camara l'a dit, le digital est devenu de nos jours une question d'importance stratégique. Il est de nos jours le dénominateur commun de tous les secteurs du développement socio-économique. Au Mali aussi, le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge de l'économie numérique, a mis en place une politique de développement de ce secteur, donc qui est le secteur du digital, en s'attachant à un certain nombre d'objectifs, notamment travailler à la mise en place d'un écosystème favorable. Notre référentiel, qu'on rappelle tous les jours, le Mali numérique 2020, donc a été battu autour d'une vision et des ambitions claires pour positionner notre pays comme hub technologique dans la sous-région. En faisant principalement du digital un vecteur du développement humain durable et une source de productivité et de valeur ajoutée pour les autres secteurs. Donc à l'image de l'événement de ce matin, j'encourage toutes les autres initiatives louables qui entrent dans cette vision. Chers participants, c'est en ces mots que je termine mes propos en retirant tout d'abord mes vœux de succès donc à l'ensemble du comité d'organisation de cet événement, en souhaitant à chacun ici présent de fructueux échanges, en vous assurant encore une fois de notre disponibilité en tant qu'État à contribuer au développement en général et au développement du digital en particulier au Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être là devant vous aujourd'hui pour animer cette masterclass au compte du Follow Digital Consulting qui est aujourd'hui en train de se positionner au cœur du digital et du management digital plus spécifiquement. On va faire un zoom sur les réseaux sociaux, leurs catégories et leur poids dans nos sociétés. Ils sont devenus indispensables, ça tout le monde est d'accord avec ça. Ils nous permettent de créer du contenu, ils nous permettent de créer une communauté engagée, ils nous permettent surtout de créer des chiffres.
Alors, quels sont ces réseaux sociaux? À quoi ça appartient? Et qu'est-ce que ça nous donne comme valeur? Nous avons les réseaux sociaux de microblogging, nous avons les réseaux sociaux pro, nous avons les réseaux sociaux de messagerie et les médias sociaux de commerce. Et c'est surtout ici que je vais attirer votre attention, ici, pro, pour tous qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des superpositions qui se font ici. On voit qu'il y a un rond ici, on voit qu'il y a Twitter qui se trouve dans plusieurs catégories, par exemple. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ce sont là des réseaux sociaux ou des médias sociaux qui arrivent à être sur plusieurs axes. On retrouve, par exemple, Snapchat qui est dans le commerce, qui est dans la messagerie, mais pas dans l'axe des pros. Parce que sur Snapchat, il n'y a pas en fait cet aspect de professionnalisme, il n'y a pas cet aspect de création, par exemple, de valeur ou de création d'emploi. C'est plutôt de la vente directe, c'est plutôt de la vente de rêve. YouTube, malgré sa forme média social, pas forcément réseaux sociaux, arrive à être à un point considérable. Pourquoi? Parce que YouTube crée du contenu. Les meilleurs contenus, je le disais, c'était la vidéo. Et YouTube, c'est cette plateforme en fait de vidéo par référence. Alors, quelle est la cible de chaque réseau social et quel est le réseau social le plus utilisé? On sait que Facebook, sur les 4 milliards d'abonnés, en tout cas plus globalement, Facebook arrive à s'en sortir avec 60% d'utilisation. Et les principales cibles de Facebook, ce sont les jeunes de 25 à 35 ans. Alors, on peut les catégoriser comme jeunes ou vieux. Ça, c'est relatif, d'accord? Mais on se retrouve à comprendre que c'est entre 25 et 35 ans, ce sont eux qui utilisent le plus Facebook. Et Snapchat, plus jeune, moins professionnel. On se retrouve entre les 18 et 24 ans. Instagram, le réseau social, en l'occurrence pour l'image. Là aussi, c'est les jeunes, mais beaucoup moins âgés que pour Facebook, de 18 à 34 ans. LinkedIn, le réseau social des pros, on se retrouve à jusqu'à 44 ans. Pourquoi? Parce que c'est là que se traite le business, c'est là que se crée l'emploi, c'est là que les entreprises mûrissent. Twitter, le réseau social du message instantané, se trouve entre les 25 et 34 ans. Pourquoi? Parce que Twitter, c'est pas mon réseau social phare parce que mon business, je le crée pas sur Twitter. Et je suppose que la plupart d'entre vous, on part pour Twitter pour discuter de certains événements, pour discuter de la situation économique du pays, pour discuter des facteurs sociaux qui, en tout cas, touchent la communauté. On se rend compte que le coronavirus, je le répéterai, je suis désolé, on parle beaucoup plus du coronavirus sur Twitter que sur tous les autres réseaux sociaux parce que c'est là-bas, en fait, que les meilleures sources d'information se retrouvent. Et c'est là-bas qu'on prend notre information la plus sûre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un like? Qu'est-ce que ça veut dire un j'aime? Qu'est-ce que ça veut dire un partage? Qu'est-ce que ça représente pour notre entreprise? Quelqu'un dit qu'il aime ce que vous postez. La personne peut ne pas aimer votre entreprise, mais aime la publication que vous venez de faire. C'est un indicateur, mais pas très considérable, je vous le répète. Donc, il faut en tout cas maîtriser ces aspects. Il faut maîtriser les réactions de son audience. Il faut maîtriser les réactions de sa communauté pour comprendre en fait ce qu'elle attend de nous, pour comprendre surtout ce qu'elle pense de ce qu'on vient de dire. Alors, et quel est le meilleur moment de la journée du lundi pour communiquer sur Facebook? On se rend compte que c'est à 9h. Pourquoi? Moi, j'arrive au bureau. De 8h à 9h, pour moi, c'est le temps de consulter tout ce qu'on m'a dit en termes d'informations sur mes mails et tout. De 8h à 9h. Je regarde ce qui s'est passé autour de moi le samedi parce que j'évite de travailler les samedis, les dimanches. Donc, je regarde ce qui s'est passé, les mails que j'ai reçus entre 8h et 9h. Et à partir de 9h, je m'informe. Qu'est-ce qui s'est passé autour de moi? Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Quelles sont les meilleures informations qui puissent m'intéresser? Quelles sont les meilleures informations qui puissent surtout m'aider dans ce que je vais faire dans la journée? Parce qu'il ne faut pas aller à l'affût de toutes les informations. Il y a ces informations pertinentes dont on a besoin. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui nous donnent un boom d'informations parfois dont on n'a même pas besoin. Et ça, il faut faire beaucoup attention à ça. Et à 13h, pourquoi? Parce que c'est l'heure de la pause. Voilà. Et à l'heure de la pause, on est censé être tranquille, pépère. On déguste souvent. On peut aller au restaurant là-bas à Djigorone-Para, ils vendent de bonnes choses. Et on peut même payer par la crypto-monnaie. Et là, tu es là tranquille, tu manges, tu déjeunes et puis tu consultes ce qui se passe autour de toi sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook.
16h, 17h parce que c'est l'heure de la descente. Souvent, ça, c'est pas relatif à tout le monde. C'est pas valable pour tout le monde parce qu'il y en a, leur journée commence à être chargée à la descente. Mais c'est en tout cas plus globalement le meilleur moment aussi pour communiquer. Parce que là, les gens essaient de voir qu'est-ce qui s'est passé avant que je rentre, qu'est-ce que je dois publier, qu'est-ce que je dois dire avant que je rentre. Pour ceux qui travaillent dans le domaine du community management, ils savent de quoi je parle. Alors, optimiser sa présence sur les réseaux sociaux à travers le search marketing, social media optimization. C'est cette stratégie marketing qui est basée sur l'optimisation en fait de votre communication sur les médias sociaux. Et ça passe forcément par le community management et les social ads, qui est la publicité en tout cas sur les médias sociaux. Et j'ai fait une petite analyse croisée entre ce tableau et puis les besoins de la pyramide de Maslow. Pour quelqu'un en tout cas qui est dans la communication, vous devez avoir en fait cette analyse et savoir à quel niveau vous êtes et à quel niveau vous devez aller. Moi, j'ai un besoin primaire, c'est de me nourrir, c'est d'être bien habité, c'est d'être en sécurité. Alors, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, le premier besoin, c'est d'avoir de l'interaction en fait sur ce que vous dites. Quand vous postez quelque chose, le premier besoin, c'est déjà que les gens s'intéressent à ce que vous dites. Après, le deuxième besoin, c'est qu'il y ait de la participation, que les gens commencent à se sentir en fait dans ce que vous dites. Je peux interagir, parfois c'est pour dire votre information elle est erronée. Ça, c'est de l'interaction. Et ça, déjà, c'est bien parce que ça vous donne une idée de ce que les gens pensent de ce que vous avez dit. Après, la participation, il faut que vous ayez une communauté. Et la communauté, il faut qu'elle soit engagée. D'accord? Après ça, il faut penser chiffres. Quand vous avez de l'interaction, vous avez de la participation, vous avez une communauté qui est engagée, ça ne suffit pas pour faire vivre l'entreprise, ça ne suffit pas pour faire payer les employés. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement sur toute la communication que vous venez de faire. Et c'est là, en fait, qu'il faut revoir la stratégie si elle n'est pas bonne, qu'il faut revoir les moyens utilisés, qu'il faut revoir les canaux utilisés, qu'il faut revoir le ciblage, qu'il faut revoir surtout les moyens mis en œuvre et à travers quel réseau social. L'inbound marketing, qui est en tout cas cette stratégie marketing qui amène les clients vers votre entreprise et ne va pas dans le sens inverse. Le marketing dans sa globalité et de façon générale, c'est je vais chercher les entreprises, je vais aller toucher ma cible. Mais l'inbound marketing consiste en fait à attirer la cible vers l'entreprise. Et d'après une étude qui a été faite, l'inbound marketing en tout cas consiste à créer de la valeur à 75% pour les entreprises qui ont été interrogées. Et l'outbound marketing consiste à créer jusqu'à 65% de ceux qui ont été interrogés disent que le marketing traditionnel qui n'est pas l'inbound, qui ne consiste pas à attirer la clientèle, me permet de créer du chiffre, me permet d'être visible, me permet de créer de la valeur. Tout ça pour dire en fait que l'inbound marketing est cette stratégie marketing qui prend tout le parcours client en compte. Vous avez la maîtrise du client sur tout le parcours client, de sa venue sur votre site ou sur vos réseaux sociaux jusqu'à la transformation en ambassadeur et en porteur de messages. Et en termes de management de réseaux sociaux et de marketing digital, je pense que ça se conjugue à 4 temps. Il y a le temps de la réflexion, il y a le temps de la stratégie, il y a le temps de la mise en œuvre et il y a le temps de l'évaluation. Quand on suit la formation, on peut identifier pour chacune de ces étapes-là à quel temps cela correspond. Parce qu'il faut d'abord réfléchir à comment animer ces réseaux sociaux, essayer de dégager la stratégie la plus adaptée en tenant compte des feedbacks de ses clients, ensuite mettre en œuvre cette stratégie-là et après avoir mis en œuvre, il faut de manière continue essayer d'évaluer pour avoir l'impact qui est souhaité. En communication, on nous apprend qu'il faut savoir quoi dire, quand le dire, où le dire, comment le dire, à qui le dire. Et c'est valable pour les réseaux sociaux. En community management, tu dois maîtriser ça. Et ça vient par l'habitude. On fait des publications, on fait des publications. Au fur et à mesure, on doit pouvoir déceler qu'est-ce qui intéresse les utilisateurs, les followers, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont les thématiques, ou à l'intérieur d'une thématique, quelles sont les sous-thématiques sur lesquelles ils ont besoin d'avoir des informations. Donc ça, c'est le quoi dire.
Le quand le dire, le tableau que tu as projeté tout de suite sur les différents réseaux sociaux et quels sont les jours où il y a des pics d'audience et à quelles heures, ça c'est le quand le dire. Dans une communication, le message, il faut savoir à quel moment il faut l'envoyer à son récepteur. Comment le dire, c'est la formulation du message. Il faut que ce soit clair, précis et concis. Le quand le dire, c'est le moment. Et à qui le dire, c'est le destinataire. Il y a ce qu'on appelle en communication le ciblage et la segmentation. Et ça, c'est valable également pour la communication sur les réseaux sociaux et le marketing digital. Il faut connaître sa cible, ensuite segmenter la cible. Parce que dans la cible, il y a le cœur de cible, les principaux destinataires, et il y a la cible grandeur nature. Et à ce niveau-là, il faut faire un exercice de segmentation. Très rapidement, par rapport aux défis, je pense que les défis de l'animation des réseaux sociaux ou du community management, le défi le plus important, c'est le défi du contenu. Mais ce sont un contenu diversifié. Parce qu'on a le contenu texte, on a le contenu image, on a le contenu vidéo. Il a été tout de suite démontré que le contenu qui passe le plus, c'est le contenu vidéo. Donc il faut le mettre en avant, mais ne pas seulement communiquer par vidéo. Moi, je suis très actif sur LinkedIn et il y a beaucoup plus de textes. Je suis les posts d'Aura Yara, Amadou Diawara, mais il y a beaucoup de textes, quoi. Moi, je fais des posts également qui ont beaucoup de textes. Donc, il y a des professionnels sur certains réseaux qui prennent le temps de lire des textes. Sur d'autres réseaux comme Instagram, on peut mettre en avant beaucoup plus la vidéo, mais il reste quand même prouvé et démontré que le contenu qui passe le plus, c'est la vidéo. Donc, il faut mettre en avant le contenu vidéo et faire en sorte que ce soit un contenu de qualité, que ça soit accrocheur. En com, il y a deux types de messages qui approchent beaucoup. C'est les messages qui choquent et les messages qui mettent en avant de l'humour. Donc ça, c'est le type de contenu qui sont innovants. Donc, en dehors de ce premier défi-là, qui correspond à la qualité du contenu, il y a le défi de la temporalité. Les gens ils suivent beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'autorités sur les réseaux sociaux, mais ils sont beaucoup plus enclins ou accros à suivre des gens qui font des publications régulières. Donc ça, c'est le défi de la régularité. Mais vous postez aujourd'hui, ça commence à intéresser des gens, vous restez 2 mois après vous postez, on ne vous suit plus. Mais quelqu'un qui poste de manière régulière, les gens le suivent. Il y a quelque chose également qui est très important, et il faut le dire, c'est les hashtags. Il faut mettre des hashtags, par exemple, si vous communiquez sur la communication digitale du gouvernement malien, mettre Mali numérique, si vous communiquez sur l'Afrique digitale, mettre Digital Africa ou Smart Africa, des choses comme ça, le hashtag. Le dièse, il est important. L'autre chose, pour avoir beaucoup de likes, c'est ça l'objectif. Toutes les personnes qui postent veulent avoir beaucoup de likes, un taux de suivi qui est important. Il faut identifier des influenceurs. Dans chaque communauté, il y a des gens qui sont très suivis. Ça peut être des artistes, ça peut être des autorités publiques, ça peut être des influenceurs qui sont connus dans tel ou tel domaine. Vous faites des publications, il faut les identifier. Parfois, ils voient, ils repartagent, mais ne serait-ce le fait de les identifier, ça vous attire beaucoup plus d'audience. Donc ça, c'est le défi du contenu, de la temporalité. Il faut que ce soit de manière régulière. Maintenant, l'autre défi, c'est le défi de la rétention. La rétention et la fidélisation de followers. Il y a des gens qui vous suivent, ils peuvent vous suivre aujourd'hui et ne pas vous suivre demain, mais l'objectif, c'est de les retenir, d'accord, et de les fidéliser. Je pense que le formateur a expliqué cela tout de suite, comment est-ce qu'il faut faire pour attirer un client par l'inbound marketing, le retirer et le fidéliser. Maintenant, pour savoir quels sont les influenceurs les plus suivis, il y a des outils qui sont utilisés. Il y a une plateforme qui s'appelle Linkalize. Je t'ai envoyé le lien hier. Vous entrez sur la plateforme, vous mettez juste le nom de la personne, vous mettez Amadou Diawara, et ça vous montre est-ce qu'Amadou Diawara est un influenceur ou pas, il est suivi par combien de personnes, sur quelle thématique il communique. Il y a également des outils de module d'audience que les gens utilisent. Lorsque vous faites des posts, c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, il faut évaluer sa communication. Et ça, il y a des outils que vous utilisez pour vous permettre de savoir quels sont les gens qui vous suivent, d'où est-ce qu'ils sont originaires, sur quelle thématique ils sont intéressés ou pas. On ne prend pas la parole pour parler, on prend la parole pour convaincre. C'est valable pour les réseaux sociaux, c'est valable pour le community management. Donc voilà un peu, de manière assez ramassée, les défis sur lesquels
je voulais revenir. C'est le défi du contenu de qualité, c'est le défi de la régularité et c'est le défi de la temporalité de l'information que vous postez sur les réseaux sociaux. J'espère que cela vous a été utile. Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille. J'ai préparé un petit workshop pour ça. On va prendre juste 5 minutes. On va essayer d'identifier un persona ensemble. Ok, vous êtes dans la vente en ligne et vous vendez de l'immobilier. On prend cet exemple. À 18 ans, nous entrons dans la vie active. On a des rêves. On veut vraiment entrer dans le monde de la consommation. Donc, on peut faire des économies et s'acheter des produits de consommation. À 35 ans, on est déjà enfumé dans la vie professionnelle. On a les moyens de sa politique. 18 à 35 ans. Est-ce qu'il travaille? Pardon? On dit, on donne des trucs. Pour vous, la personne travaille dans quel secteur? En fait, on est dans l'optique de la personne à qui il veut vendre. Les personnes là qui achètent les chemises, les t-shirts, des trucs comme ça, et qui achètent aussi des chaises. Disons que la personne travaille. C'est Monsieur Samake. Monsieur Samake travaille, donc vous êtes dans quel domaine? Bon, je suis plus dans la photo vidéo. Ok. La cible, c'est quelqu'un qui travaille et qui est dans l'audiovisuel. D'accord? Quel est son comportement d'achat? Comment la personne achète d'habitude? En magasin, en ligne? Vous, on vous achète souvent comment? En ligne ou vous avez un site de vente en ligne? Et on achète ou bien vous... Ok. Donc, la personne achète en ligne, la personne a entre 18 et 35 ans et la personne est dans le domaine de l'audiovisuel. En note, mademoiselle? Ok. Alors, est-il intuitif ou rationnel? Est-ce que cette personne, c'est une personne... Alors, c'est des questions assez spécifiques, pointues, mais plus c'est pointu, mieux c'est pour la cible. D'accord? Est-ce que la personne est intuitive? Est-ce que la personne est rationnelle? Ça va dépendre de la valeur du produit acheté. Ok. Si Mais lui... dans le domaine de l'audiovisuel, les prix des bateaux sont assez élevés. Lui, il est en train de vendre de... Service immobilier. Oui. Est-ce que pour lui, son client est intuitif ou rationnel? Rationnel. Rationnel pour vous. Ça bavarde pas trop, hein? Ok. Et quelles sont les journées types? En note, la personne est rationnelle. Quelles sont les journées types de cette personne, de ce client, de M. Diakité? 8 heures boulot, 17 heures à la maison. Ou bien 9 heures boulot, entrepreneur, il se lève souvent à 4 heures, il se lève souvent à 10 heures, il se lève souvent à 11 heures, il se lève souvent à 13 heures parce qu'il dort à 5 heures. 10 heures par jour. 10 heures par jour, donc entrepreneur. Ok. Autre chose? Après les journées de travail, qu'est-ce que la personne fait? On est vraiment dans le fictif, hein? Tout en restant focus sur ce qu'ils vendent. Voilà. Les personnes qui achètent ce qu'ils vendent, comment se passe leur journée d'habitude? Après le boulot, l'intéressé soit bosse sur son projet ou bosse sur les partenariats futurs, à la recherche d'opportunités. Ok, donc des journées interminables. Donc, pardon? Je dis entre guillemets. Entre guillemets, voilà. Ok. Est-ce que la personne est assez prudente, réservée, ou la personne, c'est cette personne qui prend beaucoup de risques? Parce que lui, il doit savoir pour en fait adapter soit ses prix, adapter soit son mode de livraison, ou adapter soit son mode d'achat. Ici, on est confronté à ce manque de confiance à l'achat en ligne. Et c'est lié surtout au niveau du paiement. Est-ce que si je paye, je serai livré? Est-ce que si je paye, je n'aurai pas de problème de conformité du produit au produit acheté? Donc, est-ce que cette personne prend des risques? Est-ce que cette personne est prudente? Prudente pour vous, ok. Est-ce que cette personne, elle s'informe comment? Sur les réseaux sociaux, elle s'informe à travers la radio, elle s'informe à travers la télé.
Parce que vous avez besoin de ça pour définir votre canal. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Je dirais médias croisés. médias croisés, genre, et tous les médias. Ok. Mais ça va vous faire beaucoup d'argent en termes de communication si vous devez faire tout ça. Tous les médias. Vous devez toucher la radio avec des émissions, vous devez toucher la radio avec des spots, vous devez toucher la télé avec des spots. Vous devez toucher les réseaux sociaux avec de la communication des Facebook Ads, de la sponsorisation. Ça fait beaucoup d'argent qu'il faut mettre. Donc, il faut en fait spécifier votre canal. Et la spécification du canal passe par en fait la détermination du canal d'information de votre cible. On va dire les réseaux sociaux. Ça vous donne au moins un canal en fait de communication à la base. Est-ce que la personne utilise le mobile? Est-ce que la personne utilise son ordinateur? Est-ce que la personne va au cyber? Est-ce que la personne va chez un ami pour dire s'il te plaît, va sur un site, tu me cherches ça, s'il te plaît, il n'a pas de téléphone. Je dirais téléphone et ordinateur. Téléphone et ordinateur. Téléphone et ordinateur sont les moyens d'information. Ok. Alors, est-ce que la personne est introvertie, extravertie? On peut passer sur ça. Alors, on a combien d'informations, mademoiselle? On a l'apprentissage, le travail, l'achat en ligne. La personne est rationnelle. Il a des journées interminables. Il est prudent. Ok. Il est sur les réseaux sociaux aussi. Ok, super, merci. Alors, la cible, le client potentiel de M. Diakité est un jeune âgé entre 18 et 35 ans. D'accord? Qui est actif et autonome. Et qui travaille dans l'audiovisuel. Entre guillemets. Pas que ça. D'accord? Qui a des journées interminables. D'accord? Qui a comme source d'information les réseaux sociaux et pour moyen de communication le téléphone et l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez le proposer à cette personne en termes de stratégie médias sociaux? Alors, déjà, ce qu'il faut penser à ce niveau, c'est que votre communication doit être basée sur deux canaux. D'accord? Les réseaux sociaux et la communication traditionnelle. Il faut jamais l'enlever en fait. On est resté focus sur les réseaux sociaux, mais ce qu'il faut faire, il faut jamais enlever la communication traditionnelle, les médias en fait grand public de sa communication. Peu importe ce qu'on fait. D'accord? Donc on a les réseaux sociaux et la communication traditionnelle, mais à moins de coût. D'accord? On reste focus, on base toute notre communication sur les réseaux sociaux en utilisant les médias traditionnels comme support. Et la personne est jeune, donc ce que vous devez proposer en termes de contenu, c'est des contenus attractifs, des contenus qui aspirent à échange et des contenus qui appellent à la réaction. D'accord? La personne a des journées interminables. Donc vous, quand on a vu les meilleures périodes pour communiquer, on a vu les réseaux sociaux et à travers chaque réseau social, on a vu le meilleur moment pour communiquer. Donc sur Facebook, on a une tranche d'heure. Je me mets dans le contexte entreprise ici pour dire que la communication d'entreprise, dans ce cas, va dans deux sens. Donc communication interne, communication externe. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc, communication interne dans la mesure où on communique pour fédérer d'abord l'équipe, pour fédérer la vision de l'équipe autour d'un certain nombre d'objectifs. Et je pense, dans une slide, j'ai retrouvé ça, impliquer le personnel. Donc dans une entreprise, il faut pouvoir impliquer le personnel. Déjà, ça, je parle de l'ancêtre, donc la communication. Et impliquer le personnel dans un contexte digital va nous permettre si vous voulez, de déployer des mécanismes qui vont favoriser la collaboration. Une chose qui est très importante. Une entreprise dans laquelle la collaboration est difficile, c'est une entreprise qui n'est pas efficace. Donc, il faut pouvoir favoriser la collaboration. Aujourd'hui, dans un dispositif de stratégie digitale, on doit pouvoir tenir compte de cet aspect. Et aujourd'hui, nous avons les outils qui nous permettent de le faire. L'outil le plus simple, que certainement tout le monde connaît, c'est l'email. Je pense que aussi on en a parlé tout à l'heure. Donc, une entreprise qui veut être efficace, qui veut mettre en place une stratégie efficace et à long terme, doit déjà être une entreprise qui intègre ce petit outil-là.
Maintenant, après, il peut rendre l'outil complexe et utiliser un outil. Et ça aussi, ça va dépendre de la nature de l'entreprise et surtout de sa taille. Donc après, il y a d'autres outils tels que l'intranet et tout ça. Je ne vais pas trop tarder sur les outils. Par contre, je vais plutôt parler des différentes actions qu'il faut faire. Maintenant, je reprends le premier aspect, enfin le deuxième aspect si je veux. L'aspect stratégie, c'est quoi une stratégie? Parce que déjà, j'ai un peu zappé, il fallait que je dise ça. C'est un ensemble d'actions corrélées qui permettent d'atteindre un objectif. Simplement, on va dire comme ça. Donc, et on reprend. Tout à l'heure, on a parlé de la communication interne. Donc, c'est là, on va faire un ensemble d'actions, mais ça ne se limite pas là. Je prends l'autre aspect de la communication, communication externe. Et communication externe vise 3 objectifs. J'ai entendu ça tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais c'est d'abord faire savoir. On communique d'abord pour faire savoir. Donc, voilà, je fais de la crypto-monnaie, il faut que les gens sachent que je fais de la crypto-monnaie. Il faut que j'informe, il faut que je fasse savoir. Donc, une fois que cet objectif est atteint, et cet objectif, vous le retrouvez dans les propos du formateur quand il a justement parlé de l'aspect information, médias sociaux et tout ça. Ça ne se limite pas certainement seulement aux médias sociaux parce que l'autre aspect que moi je trouve encore plus intéressant, c'est le site web qui se présente, si vous voulez, comme la pierre angulaire de la stratégie. Et après, je vais vous dire pourquoi. Donc, faire savoir, premier objectif. Donc, si vous arrivez à produire du bon contenu et à le publier, en principe, les gens connaîtront votre activité, première chose. Seconde chose, c'est faire aimer. Parce que si les gens vous connaissent, ben, il faut que les gens, après, ils aient envie d'aller vers vous. Donc, le faire aimer, la deuxième chose qui est très importante. Donc, et c'est là où vous allez travailler sur, l'ami le disait tout à l'heure, la qualité et la pertinence des contenus que vous publiez. Donc, il faut en ce moment créer quelque chose à partir duquel la cible que vous aurez définie puisse s'identifier. Donc, ça peut être en termes de qualité de service, de qualité de produit, mais aussi en termes de valeur. Parce que les gens, s'ils pensent que vous partagez les mêmes valeurs, ils ont plus envie de travailler avec vous que si c'est quelqu'un qui est dans un autre chemin. Donc, en plus du service et du produit, n'oubliez pas l'aspect valeur. Et ça, c'est très important. Et le troisième point, c'est le faire. Tout à l'heure, je voyais aussi les call to action, les formulaires. C'est-à-dire, à un moment donné, et c'est l'objectif final de toute façon, quand vous communiquez, quand vous mettez une stratégie en place, vous rappelez l'aspect objectif. On a dit, c'est un ensemble d'actions corrélées afin d'atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'évoluer dans son business. Je pense qu'on est d'accord, c'est de faire du chiffre. Et donc, pour ça, il faut qu'à un moment donné, ces personnes à qui vous êtes en train de communiquer, avec qui vous êtes en train d'échanger, il faut que vous puissiez capitaliser sur eux. Retour sur investissement. Donc, il faut pouvoir capter, acquérir ces personnes et même plus tard les fidéliser. Donc ça, c'est le troisième point par rapport à une stratégie digitale. Et donc, pour mettre une stratégie digitale en place, première chose, je pense que j'ai fait le tour du pourquoi. Voilà. Première chose, c'est déjà d'identifier son secteur. Savoir, je suis dans tel secteur. Dans la définition du persona, tout à l'heure, on a fait ce petit travail, je pense. Je dois déjà savoir dans quel domaine je suis et comment ce domaine-là il se comporte. Première chose. Deuxième chose, je dois pouvoir identifier les acteurs qui évoluent dans le même domaine que moi. Parce que si je viens comme ça, peut-être que l'autre, il a déjà vécu une situation similaire à celle que moi, je m'apprête à vivre. Et donc, savoir comment il a géré la situation me permet déjà d'utiliser une base de connaissances. Donc, base de connaissances, je vais tout de suite encore développer ça. Donc, à partir de ça, je sais déjà plus ou moins comment me positionner. Et ça va me permettre d'analyser le truc SWOT, là, on dit. Voilà, merci. Donc, ça va me permettre de faire ce petit travail-là. Donc, je vais pouvoir plus ou moins identifier les forces que j'ai, mes faiblesses, les opportunités de l'environnement et les menaces. Donc, ça, très important.
Ensuite, une fois que j'ai tous ces éléments, je suis en mesure justement de définir mes objectifs. Donc ces objectifs vont être à court, à moyen et à long terme. Et comme une stratégie, de toute façon, même quand on la met à long terme, c'est quelque chose qui va quand même évoluer en fonction de l'activité. Donc quand je la mets en place aujourd'hui, le court terme, c'est ce que je veux faire tout de suite et demain. Le moyen terme, c'est jusqu'à dans les 3 prochains mois. Le long terme, c'est peut-être à la fin de l'année. Mais ce qui est extraordinaire, je pense que en venant ici, je ne m'attendais pas à ça, très honnêtement. Je vais être très franc, Takou, je ne m'attendais pas à ça. Mais je crois que quelle stratégie pour les écoles et l'enseignement supérieur en Afrique, je ferai peut-être 2-3 mots dessus, mais aujourd'hui, moi, je suis venu, je suis très ému déjà par la qualité, surtout du formateur que j'ai eu la chance de connaître, mais que je ne savais pas qu'il avait ce talent, très honnêtement. Et je le connais lors des Salep, et je ne pensais pas qu'il avait ce talent. Et ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant, d'extraordinaire, ce masterclass, surtout de mettre en avant ses talents. Et de mettre en avant ce talent, de voir aujourd'hui qu'il a cette qualité de formateur. Donc tout cela a un sens avec le marketing digital aujourd'hui, va permettre de connaître le talent de Maïga. Mais aussi, Biran, aussi, qui est un ami sur LinkedIn, un ami virtuel, mais je crois que toute la semaine on en a parlé, on s'est appelé, on s'écrit, mais hier soir on s'est trouvé. Il me dit, tiens, tu vas être au massacre. Je lui dis, moi aussi, il me dit, tiens, on va se voir. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que tu as reçu à faire un ami virtuel, un ami physique. Et on était côte à côte. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est là où c'est intéressant encore, une fois de plus. Moi, j'ai eu discuté avec Taco, je pense qu'il y a bientôt 1 an ou 6 mois, 8 mois comme ça. On commence à parler sur LinkedIn, je vais arriver au Mali, est-ce qu'on peut se voir? Oui. Et tu passes au bureau et on a discuté. Ce jour-là, je crois que, je t'ai même dit hier, j'étais un peu dans les votes, je dis, bon, écoute, on va en parler, tout ça. Et après, je t'ai dit, mais est-ce que j'ai même été gentil ce jour-là avec toi? Je ne pense pas, parce que j'avais des gros soucis et on voulait m'abattre. Bon, je rigole. Mais en tout cas, c'était juste pour dire que c'est comme ça, elle aussi, je l'ai connue en fait sur LinkedIn aussi. Et, hier soir, vers 20h, 21h, je reçois un SMS. Elle me dit, tu sais, je partage ta photo et ma belle-sœur dit que tu es son frère. Ok, c'est quoi cette histoire? Et c'est avéré que ma petite sœur est mariée à son frère que je ne savais pas. Parce que tout simplement, j'ai loupé ce mariage, je crois, et je n'étais pas là. Ma petite sœur. Ils ont fait beaucoup de mariages. Oui, ils en ont fait là-bas, ils ont fait ici, ils ont fait le tour et à chaque fois j'étais quelque part. Donc j'ai loupé. Et c'est ma cousine directe qui est mariée à son frère. Donc vous voyez un peu toute l'importance aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on dit sur Internet. Mais qui on fréquente, qui on contacte. Elle a contacté son beau-frère. Je parlais avec ma belle-sœur. Je ne savais pas qui on était. Nos relations sont restées strictement professionnelles. Strictement professionnelles avec le respect. Et ça n'a pas changé. Jusqu'à hier, 20h. Pourtant, j'avais donné mon accord pour venir. Et elle me dit, tiens, par respect, je passe te voir pour t'expliquer le contexte du dos qui passe. Je crois que j'étais en train de manger dans mon restaurant crypto. Et je mangeais un plat qui n'était pas bon. Bon, elle n'a pas voulu manger, bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je mangeais les croissants et c'était bon. J'ai eu la chance que la demoiselle m'a servi avec le Togo. Mais c'est pour dire qu'une fois de plus encore, la communication, le marketing digital, c'est l'avenir. Ça permet de faire des links. Aujourd'hui, j'ai mon frère du Sénégal qui est là, toi que je connais, qui est aujourd'hui de ma famille aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je sens, j'ai vu le talent de Maïga aussi, que j'ignorais très honnêtement. Je le voyais dans d'autres, mais pas sur ce plan. Mais aussi, voir aussi, Djabi, je connaissais qu'il était fort. Mais je ne savais pas qu'il avait l'humour aussi comme ça. C'est une histoire de souris, j'espère que ce n'est pas chez moi que tu as vu ça, mais c'est pour dire aussi que, en fait, voir toutes ces personnes venir faire une intervention de qualité comme ça, pour une première fois. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, on en a parlé aussi, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Attention, surtout ne faites pas ça à l'heure. Moi, je vais prendre quelques exemples sur ma personne rapidement. Moi, je suis rentré en 2010 au Mali. Je suis soniqué, je pense que tu demanderas à Néné, elle te dira. Et je suis allé voir son père un jour. Je dis à Épinay, je dis tonton, moi je rentre au Mali. Il me dit, t'es fou, tu fais quoi au Mali? J'ai dit, mais je vais aller travailler au Mali. Il me dit, mais t'as un bon salaire et ta mère a besoin de ça. J'ai dit, mais je travaille, je suis aspect, j'ai 7 000 € de paye. Et 7 000 €, si j'envoie de l'argent à ma mère, ma famille elle était très pauvre, mon oncle lui ça va, mais ma mère ça n'allait pas.
Et il a fallu un temps où je vais raconter une histoire qui est personnelle. Et quand je raconte cette histoire, c'est qu'à un moment de ma vie, je n'avais pas les 3 repas. Et je vendais de la farine. On appelle ça flou farine. Devant la porte, ceux qui connaissent Konaté-Boubou, ils peuvent se renseigner. On le dira. Et j'étais en 10e. Et j'habitais dans une famille où il fallait vendre de la farine le matin. Très peu de le savent, Togo, ils me côtoient tous les jours, ils ne savaient pas cette histoire de moi. Et je vendais de la farine le matin. Et j'avais des amis, que je ne dirais pas le nom, mais je pense que mes collègues, c'est de qui je parle. Ils demandent à chaque fois pardon, j'en parle de l'histoire, mais ça fait partie de ma vie, il faut en parler. À un moment donné, il faut savoir qui on est. Je crois qu'on a parlé aussi que quand il y a quelque quoi, il y a des soucis, il faut en parler avant que les gens ne le cherchent. Vous voyez, si quelqu'un dit oui, mais voilà, lui, je laisse tomber, c'est un vendeur de foufou. C'est vrai, c'est la réalité. Bien sûr, je viens de vendre cela. Mais au moment de ma vie où je vendais cela, c'était vital. Il fallait que je vende ça le matin tôt et que ça se rajoutait l'argent pour acheter à faire manger à midi chez moi. Et après, les amis ils passaient dans les voitures, ils achetaient cette farine avec moi et je les retrouvais au lycée. Alors, et quand j'arrivais au lycée, j'avais plus le temps de prendre une douche parce que je vendais de la farine tout de suite et il était bien. Les autres ont acheté la farine que moi je vendais pour aller au lycée. C'était le lycée Fidabo. On était beaucoup, moi j'étais le robinet carré, il fallait marcher, il fallait courir pour y aller. Et quand j'arrivais en classe, Diaby, pour revenir à l'histoire de la fille, du mec qui fait le beau gosse dans le noir, qui veut séduire une fille, mais sauf que moi je venais, c'était tout le lycée, et quand j'arrivais, les autres disaient oui, mais attends, il faut que ça biffe. Tu sens la farine, dégage. Pour pas que les filles s'approchent de moi. Bon, j'étais peut-être un peu plus gros qu'eux, certainement. Peut-être plus vieux, je ne sais pas, mais ils ne voulaient pas que je m'approche des filles. Bon. Et je faisais cela et à midi, c'est cet argent pour acheter. Mais, sauf qu'au final, en réalité, j'étais peut-être le plus riche du lycée. Parce que moi, je volais un peu d'argent que je vendais. Ouais, ça fait partie de ma vie aussi. Quand je vendais, que je gagnais 2000, 3000 francs, je mettais 500 francs dans ma poche, moi aussi. Je donnais le reste, acheter les kinés avec ça, mais moi, je partais au lycée. Il fallait que j'achète mon sandwich. Donc, j'avais tout le temps de comment acheter mon sandwich. Et je ne venais pas voir personne. Enfant de riche, enfant de pauvre, moi, j'avais mon sandwich. Et toi, si ta mère ne t'avait pas donné, tu n'en avais pas. Donc, déjà, je sentais ce besoin d'argent. Comment on peut travailler et chercher l'argent? Donc le soir, je suis arrivé, et pour ceux qui sont sur là et dans la salle, je m'excuse, il y avait une boutique devant la porte, qu'on appelle Krogro Boutique. Tiens, je dis, je vais vendre du saumon la nuit, et comme ça, et je mets dans le frigo, et les gens vont acheter. Je me fais un peu d'argent avec ça aussi. C'est comme ça que je me suis acheté une Délix. À l'époque, quand tu avais une Délix, les Yamaha 100, tu étais un beau gosse. Tout le monde qui venait. Le vendeur de foufou, et après, il vient en Délix Yamaha 100. Ah oui, en plus, je faisais beau gosse parce que je l'avais acheté avec ce que je faisais pendant que j'étais en 10e. Sauf que si ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de fautes d'autographe de temps en temps. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que tout le temps que je fais au lycée, j'ai eu en moyenne qu'en maths, physique, chimie. Jamais dans les autres, et en philo, parce que j'avais le bon sens. Mais le français, c'était pas mon truc. L'histoire, tout ça, je pouvais pas apprendre. J'avais pas le temps. Il fallait que je vende de la farine le matin, le soir, il fallait que j'achète de l'eau, il fallait le vendre. Et sauf que derrière, à un moment donné, je me suis retrouvé en France, parce que j'avais la chance d'avoir la nationalité française. Donc, pour un soniqué, quand tu fais un peu tout ça, il va falloir à un moment donné un peu d'aventure, comme tout bon soniqué. Donc, revenez à l'histoire de mon oncle, et quand j'ai décidé de rentrer, je suis venu, et il a appelé sa soeur, il me dit, ouais, mais ton fils est un feignant, il a un bon travail en France, il veut rentrer au Mali. Ma mère n'a jamais été à l'école. Sans doute, c'est 2 de ses frères qui ont étudié, papa, tonton Damouna, qui est financier, et puis tonton Amé Personnel qui est décédé, qui était aussi financier. Donc. Mais après le reste, du côté de mon père, tout ça, ils n'ont pas étudié, ma mère n'avait pas étudié. Elle me dit, oui, mais tu sais que tu es le dernier de mes enfants. C'est ma propre mère qui me dit. C'était pas méchant. Mais pour un enfant soniqué, je pense que Diaby, tu le sais ça. Quand on te dit ça, c'est une façon de dire que soit tu gagnes de l'argent, soit tu dois mourir. C'est pourquoi beaucoup de mes frères soniqués meurent pour aller en France dans les bateaux. J'expliquais à ma mère ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux. Je lui dis, comment tu peux dire ça sur 11 de tes enfants qu'un est le dernier? Ça veut dire que tu as fait le choix, tu as 10 gosses, tu n'en as pas 11. Mais il dit non. Je lui dis ça devant les autres. Mais tu es mon fils préféré. Et j'aimerais bien voir que c'est toi qui restes souvenir. Et quand je suis ressorti, j'avais encore les larmes aux yeux. Ma petite sœur me dit, mais c'est pas grave, tu sais, vraiment, des fois, elle est comme ça. Je dis non. Il dit, en fait, elle m'a fait pleurer parce qu'elle m'a vexé. Mais elle m'a fait pleurer parce qu'elle m'a fait plaisir. En fait, ce qu'elle vient de dire, en réalité, vous n'avez pas compris, vous autres, mais moi, j'ai compris son message. Et depuis ce jour-là, je crois que j'ai 2010, c'était le 3 mars 2010 que je suis rentré au Mali.
mars 2020. Ça va faire 10 ans que je suis là. Et pour dire que, Tako, une fois, je te raconte cette histoire pour dire que tu vas souffrir. Il y aura du chemin à parcourir. C'est pas facile, vraiment. On est tous là aujourd'hui, on vient te soutenir, mais ton quotidien, c'est ton problème. C'est pas le nôtre. C'est comme ça, là. C'est quand tu as besoin de nous, tu nous appelles. Mais c'est pas tous les jours que tu vas nous appeler. On ne sera pas là tous les jours. Et j'étais ce que j'ai apprécié, surtout, tu étais stressé. C'est très important d'être stressé. Tu ne peux pas appeler des gens, venir et te dire que je suis allé, tout va bien. Si ça se loupe, tout le monde va te cartonner. Mais tu es stressé parce que tu nous as invités.